Alors, beaucoup de pays auront besoin de leurs propres usines d'intelligence artificielle, de leurs propres modèles d'intelligence artificielle pour assurer leur souveraineté. Cela représente énormément d'énergie et d'eau, mais tout le monde essaie de comprendre comment en tirer profit. Kevin O'Donovan, évangéliste technologique et fondateur de Un peu de ceci et de cela. Comment cela va-t-il impacter notre société? Que pouvez-vous faire pour atténuer les risques liés à cela? Si un certain pays ne possède pas une grande usine d'intelligence artificielle pour ses propres modèles linguistiques et pour que ses propres entreprises puissent les utiliser, vous pourriez vous retrouver dans un monde dans 5 ans où l'accès aux derniers modèles sera réservé à ceux qui peuvent payer. Et si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas être assez compétitif. C'est ce genre de changement stratégique qui est en train de se produire. Chaque pays devra s'en occuper. Bonjour à tous, mon équipe et moi avons créé des contenus et histoires qui informent, inspirent et vous apportent une réelle valeur ajoutée. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vérifier que vous êtes abonné. C'est la façon la plus simple de soutenir notre travail et de rester informé de chaque nouvelle sortie. Rejoignez-nous dans ce voyage d'apprentissage et de découverte. Appuyez sur le bouton d'abonnement et restez à l'écoute pour nos dernières nouveautés. Bienvenue sur le podcast YouTube d'Inis Guarda, une fois de plus propulsé et en collaboration avec nos plateformes citiesabc.com, businessabc.net avec domia.ai. Nous sommes ici une fois de plus pour présenter des leaders mondiaux et des penseurs qui repoussent les limites de notre rapport à la technologie et au monde des affaires. En particulier, comment nous pouvons réellement observer la convergence accélérée de tous les différents domaines qui rendent nos vies à la fois fantastiques et stimulantes. Je suis donc très heureux de présenter aujourd'hui dans notre série quelqu'un que je connais et suis depuis longtemps et probablement l'un des plus grands experts dans plusieurs domaines dont nous parlerons aujourd'hui et nous en discutons en fait dans cette série depuis plusieurs années. Alors, bienvenue dans notre série, Kevin O'Donovan. Kevin est, je dirais, une personnalité hors du commun parce qu'il a des décennies d'expérience dans la technologie et il a littéralement observé la convergence de beaucoup de ces technologies. Mais aussi, de la théorie à la pratique, son travail a surtout consisté à accompagner les entreprises pour voir comment elles peuvent évaluer l'impact de ces technologies, en comblant le fossé entre, selon ses mots, l'art du possible et ce qui est réalisable aujourd'hui. Mais il a aussi été un défenseur de la technologie, s'intéressant à l'innovation et à de nombreux domaines en matière de découverte. Et il offre beaucoup de conseils et de soutien à certaines des plus grandes marques du monde. Il intervient des présentations majeures aux conseils techniques en recherche. Et aussi, il fait beaucoup de travail en ce qui concerne les stratégies de mise sur le marché. Et pour que vous compreniez l'impact de son travail avant d'être un leader d'opinion et de travailler en tant que créateur, il a aussi occupé des postes de direction chez Compaq, Hewlett-Packard et Intel, où il a dirigé les ventes mondiales d'énergie et les services commerciaux. De son point de vue, le travail d'aujourd'hui se retrouve dans de nombreux profils sur les réseaux sociaux ci-dessous. Quel que soit le canal par lequel vous nous écoutez, je dirais qu'il a été l'une des personnalités les plus marquantes, travaillant dans certains domaines de convergence, en particulier entre les secteurs de l'énergie, avec un accent sur des sujets essentiels de notre époque, comme le métavers industriel, la technologie des jumeaux numériques, l'intelligence artificielle et la transition énergétique. Et Kevin est le fondateur du conseil pour voir un peu de ceci et de cela, qui fournit des services de conseil et de leadership d'opinion d'influenceurs. Tout aussi bien. Quelques-uns des points forts. Kevin O'Donovan est un leader d'opinion reconnu qui a été salué par de grands acteurs comme Finkus 3 et les 60. Et il a probablement été, je pense, l'une des personnes et communautés très impliquées avec Siemens, qui est une entreprise fantastique, avec plusieurs idées. Retrouvez-le aussi sur LinkedIn, YouTube et Medium. En ce qui concerne les domaines, cette interview va aborder certains des domaines d'expertise de Kevin et je veux que notre public soit impliqué là-dedans. Et nous allons aborder des sujets assez techniques, mais nous allons essayer d'expliquer. Donc, le métavers industriel, la technologie des jumeaux numériques, le concept de transition énergétique et comment cela peut réellement augmenter le mix énergétique. C'est essentiel pour la personnalisation de l'énergie dont nous avons tous besoin. Et bien sûr, l'intelligence artificielle et les données. Et je pourrais en dire beaucoup plus. Je suis très enthousiaste d'avoir ici Kevin dans cette série et je voulais le faire depuis longtemps.
Et Kevin, merci beaucoup d'être ici. J'ai hâte de discuter avec toi. Non, Camira, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici. Et oui, c'est une période fascinante. Il y a à la fois des défis et des opportunités devant nous avec cette convergence technologique. Donc, c'est une période passionnante. non, c'est vraiment incroyable. Donc, Kevin, je veux commencer par les bases. J'aime toujours regarder les fondations. Donc, en tant que quelqu'un qui a été dans l'industrie depuis un moment, tu as connu de nombreuses révolutions et changements. Je veux cependant commencer par les bases. De l'Irlande au monde entier, et j'ai oublié de le mentionner, mais tu es un fier gentleman irlandais. Alors, parle-nous un peu de ton parcours. Et disons, si tu retournais à l'âge de 12 ans, qu'est-ce que tu t'imaginerais faire? Ce que tu fais maintenant, où tu le fais et où tu es aussi. Mon moi de 12 ans aurait dit, ouais, je ne suis pas sûr qu'il aurait imaginé où j'en suis arrivé. Oui, je suis irlandais. J'ai grandi près de Bandon, dans le West Cork, en Irlande, dans les années 70 et 80. Et à 12 ans, tu sais, le monde où j'ai grandi là-bas, ma famille venait tout juste d'avoir une voiture. Nous avions une télévision couleur avec 2 chaînes de télévision. Le téléphone était une cabine publique au village et notre maison était la plus proche. Si le téléphone sonnait, tu descendais chez répondre puis allais prévenir un voisin qu'il avait un appel. Maintenant, je suppose que c'est là que mon expérience en technologie est entrée en jeu. Mon frère a en fait rapporté du Royaume-Uni un Atari 400 quand j'avais environ 14 ou 15 ans. Donc j'ai commencé à bidouiller sur un ordinateur et c'est probablement ce qui a éveillé mon intérêt. J'ai étudié l'ingénierie électronique à l'université de Limerick et obtenu mon diplôme en 1990. Et pour vous donner une idée de l'Irlande à l'époque, nous étions la première promotion du diplôme d'ingénierie électronique à en sortir. Où plus de la moitié d'entre nous ont trouvé un emploi en Irlande. Vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup d'Irlandais partout dans le monde. Nous voyageons beaucoup pour toutes sortes de raisons. Mais pour faire court, j'ai un peu attrapé cette passion. L'électronique, c'était un peu la chose cool à l'époque. C'était une industrie naissante. Et l'informatique, ça, il commençait tout juste à décoller et j'aimais construire des choses. C'est un peu par là que je me suis orienté. Mon parcours est difficile à croire pour certains, mais je suis ingénieur en électronique spécialisé en logiciel. Fantastique. Donc, si on revient aussi sur les étapes clés de l'éducation et de la formation, je pense que c'est un élément clé pour moi personnellement. Et aussi, j'aime toujours savoir cela avec mes amis et les personnes que je mets en avant dans cette série. Quels seraient ensuite les domaines ou les étapes clés de la formation éducative? Vous avez mentionné votre frère, hein, l'informatique, mais ce n'est toujours qu'une petite chose et cela pourrait finalement être un nouveau domaine que vous n'aviez pas exploré. Et bien sûr, si vous regardez en arrière toutes ces années, l'Irlande est aujourd'hui une puissance technologique, mais ce n'était probablement pas le cas quand nous grandissions. En réalité, les changements actuels dans le monde ne remontent pas seulement à 10, 20, 30 ou 40 ans. Donc, un peu de contexte à ce sujet et sur l'aspect spécial et éducatif de la formation. Je suppose. Ce qui m'est resté, c'est que j'ai fait l'école primaire, le secondaire, puis je suis parti. J'étais le premier de ma famille à aller à l'université de Limerick. Donc, pour répondre à ta question, à l'époque, aller à l'université et tout ça, ce n'était pas quelque chose de courant en Irlande. Beaucoup de gens, disons, de métiers, c'était l'agriculture, le tourisme, un peu d'industrie. C'est dans les années 90, avec l'arrivée de grandes usines technologiques en Irlande, que cela a vraiment décollé. Je suppose que la chose qui m'est restée en tête serait Ed Walsh, le fondateur de l'université de Limerick. C'était un National Institute for Higher Education devenu l'université de Limerick pendant mon séjour, visant à offrir une formation large. Les rendre flexibles. Ce qui m'a fasciné, c'est qu'en avançant dans ma carrière universitaire, et j'ai fait un stage pratique dans un institut Fraunhofer près d'Erlangen, à Nuremberg, il y a bien longtemps, un été. J'ai trouvé fascinant que tous les autres étudiants avec qui je travaillais étaient très spécialisés. Et ce que j'ai compris, c'est qu'à l'université de Limerick, on recevait en quelque sorte une base large dans de nombreux sujets pour nous préparer à pouvoir nous adapter à toutes sortes de métiers en sortant de l'université. Et nous avions aussi l'enseignement coopératif. J'ai passé environ 9 mois à travailler chez Analog Device pendant que j'étais à l'université. C'était en quelque sorte une formation professionnelle,
car tu découvres ce qu'est le monde réel, travailler en usine, dans la production. Oh, maintenant, c'était de la haute technologie, l'usine pour Analog Device à Limerick. Mais je suppose que ce qui m'est resté, c'est que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et il faut toujours s'adapter, parce que si vous devenez indispensable dans un domaine particulier, vous deviendrez dispensable parce que vous creusez simplement un trou pour vous-même. Donc, il faut toujours s'adapter. L'adaptation est cruciale, surtout avec ce que nous vivons actuellement. Donc, vous avez commencé votre carrière en travaillant avec de grandes entreprises et vous aviez des postes dans le marketing d'entreprise. Vous avez collaboré avec de grands acteurs de la tech, dont Intel, où nous avons passé 13 ans, un vrai jalon. Mais vous travaillez aussi avec Hewlett-Packard et également avec différentes autres entreprises. Alors, parlez-nous un peu de ce parcours. Surtout, par exemple, quand en 13 ans, bien sûr, beaucoup de choses ont changé, surtout dans le cas où l'on reste dans une seule entreprise pendant tout ce temps. Certains de ces postes t'ont permis de développer les qualités et la personnalité qui font de toi la personne et le penseur que tu es aujourd'hui. Parce que l'un des avantages de tes connaissances, c'est que tu n'es pas simplement un gars qui parle sur YouTube. Tu as de l'expérience avec de grandes entreprises et nous en avons beaucoup. Bien sûr, j'en fais partie, mais je pense que nous avons un peu plus d'expertise, surtout toi. Diriger de grandes entreprises est loin d'être simple. En tant que directeur des ventes, chez Intel, tu es directeur des ventes mondiales. Ailleurs, tu débutes à d'autres postes. Je veux insister là-dessus, surtout pour ceux qui nous écoutent, car comme tu l'as dit, tu as répondu à la dernière question. En ce moment, parler du changement et de la capacité à s'adapter est un élément crucial. Et maintenant, c'est encore plus rapide qu'à l'époque de nos expériences précédentes. Nous allons parler du monde d'aujourd'hui, mais oui, je suis dans l'industrie de la technologie, de l'informatique, depuis, disons, plus de 30 ans. Je n'ai jamais vu un changement aussi rapide, avec autant d'opportunités et de défis. Mais si je regarde en arrière, j'ai quitté l'université en 1990 et trouvé un emploi dans une petite entreprise de logiciels au Royaume-Uni. Mais ils ouvraient un bureau à Dublin qui s'appelait Third Wave. Nous développions surtout des logiciels bancaires. Ingénieur en électronique logicielle, je maîtrisais le BASIC, l'assembleur et le C. On nous a d'abord appris le Common Business Oriented Language, car nous faisions beaucoup de logiciels bancaires. Et Common Business Oriented Language, c'était « Wow, ça existe ». C'était dans les années 90, pour faire court, je suis devenu... Le client-serveur était un peu la tendance à l'époque, et Third Wave sortait des produits basés sur le client-serveur. Donc sur IBM Operating System 2, et nous passions des mainframes au PC. Donc bon, c'est moi qui faisais la couche base de données et les communications. Pour tous ceux qui étaient là à l'époque, c'était LU62, c'était le protocole de communication pour Operating System 2 et tout ça. Donc c'était fascinant. Et à chaque fois qu'on faisait la migration, on passait tous des mainframes, donc Tandem, Himalaya et IBM. Kix et Dan. C'est là que j'ai un peu acquis ma technologie. Qu'est-ce que tu dirais? Un passé avec Operating System 2. Et ensuite, j'ai été recruté par Ingress, la société de base de données, pour travailler pour eux. J'y suis finalement resté un an. Et là, nous transférions la base de données Ingress sur Operating System 2. Donc encore une fois, j'étais, vous savez, un ingénieur pur et dur en coulisses, en train de migrer d'Unix vers n'importe quelle autre plateforme. Donc, je suppose qu'au cours de ces 4 années, j'ai acquis une bonne compréhension du fonctionnement des systèmes d'exploitation. À l'époque, Windows venait de sortir, Operating System, 2 étaient en avance, non. Et puis, on est venu me chercher pour rejoindre cette entreprise à Munich. Et comme j'avais déjà été en Allemagne, ça m'intéressait un peu. L'entreprise, c'était Compaq, et ils cherchaient un ingénieur avant-vente Operating System 2 pour leur équipe européenne basée à Munich. Je suis donc parti là-bas. À ce moment-là, Compaq était le 7e fabricant d'ordinateurs mondial. Et j'ai rejoint une équipe incroyable là-bas. Beaucoup de mes bons amis. À ce jour, nous faisions tous partie de cette équipe lorsque Compaq est passé de la 7e à la première place mondiale. C'était avant que Dell n'arrive et ne devienne numéro 1. Encore une fois, tout là-bas tournait autour de ça. Voici la toute dernière technologie, les toutes dernières puces d'Intel, le meilleur du stockage technologique, le stockage connecté par fibre optique, le Wi-Fi venait d'apparaître. Toujours montrer aux gens l'art du possible.
Nous avions un laboratoire de prévente à Munich, le laboratoire de preuve de concept, où nous faisions venir des clients pour qu'ils apportent leurs applications mainframe et les fassent fonctionner dans un environnement client-serveur. C'était un travail difficile mais fascinant. En résumé, je suis devenu directeur de la prévente pour Compaq en Europe, Moyen-Orient et Afrique. Au fil des années de progression, nous avons racheté Digital. Pour ceux qui me connaissent, je suis irlandais et vis dans le sud de la France. Parce que en 2000, après l'acquisition de Digital, nous avons fusionné nos équipes avant-vente. Digital possédait un grand site à Sophia Antipolis, près de Nice. Donc j'ai été muté ici avec ma femme et mes enfants en 2000 et je suis ici depuis. Mais en voyant toute la fusion-acquisition se poursuivre encore 2 ans, on a été racheté par Hewlett-Packard parce que Compaq, à l'époque, elle était en train de faire faillite, c'est ça. On était en difficulté, donc on a été racheté par Hewlett-Packard. Et j'ai alors fait partie de ce qu'on appelait l'équipe de la salle blanche. J'ai travaillé dans l'équipe de fusion environ 12 à 18 mois, parce que cet accord, si les gens s'en souviennent, il y a eu tout un procès et ça a traîné en longueur. Mais j'ai pu voir beaucoup de choses. J'étais un ingénieur avant-vente technique, mais à travers cela, je dis toujours que l'expérience de la fusion, c'était comme un mini Master of Business Administration parce qu'on a pu voir toutes sortes de choses. Voilà comment ça s'est passé. Il y avait 10 d'entre nous de Compaq 10 de Hewlett-Packard. Nous devions venir à Zurich tous les lundis matins et quitter nos postes durant 12 mois. Nous étions des équipes formées d'un membre Hewlett-Packard, d'un Compaq et d'un McKinsey chargé de planifier la fusion. Cela m'a sans doute apporté beaucoup de perspectives sur la politique d'entreprise et sur la façon dont tout cela fonctionne. Donc c'était fascinant et intriguant et détruisant pour l'âme aussi. Bref, l'accord prévoyait que, en rejoignant l'équipe de la salle blanche, je resterais environ 12 mois dans l'entreprise avant de partir. Pour être honnête, on démontait tout, non? À l'époque, le mot à la mode était création de valeur. Chez Compaq et Digital, il y avait des milliers d'employés, mais notre modèle de coût des ventes nécessitait moins de personnel que la somme totale. Donc, j'ai terminé avec Compaq et j'ai pris une année sabbatique pour voyager un peu partout. Peu importe, j'ai passé une bonne année sabbatique. Et ensuite, Intel m'a demandé de les rejoindre, donc j'ai fini par travailler chez Intel pendant 13 ans. Je vais m'arrêter là une seconde. Je souhaite revenir sur vos propos. Donc, quand vous êtes dans ces grandes entreprises, je pense que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas tant qu'on n'y est pas. Il y a énormément de travail, comme vous l'avez dit, le travail politique et d'entreprise, qui est essentiel, car sinon on ne peut pas survivre ni prospérer. Et puis, il y a aussi énormément de travail pour maintenir la voie de l'innovation et garder un grand navire sur la bonne trajectoire. Je pense que c'était une métaphore entre un petit bateau et un grand bateau. Si vous êtes une start-up, vous pouvez faire toutes les erreurs et aller vite. Mais si vous avez de grandes entreprises comme ça, c'est beaucoup plus complexe. Parce que vous avez des conseils d'administration, vous avez des investisseurs, vous avez des actionnaires, il y a beaucoup de monde là-bas. Je voulais aborder ce point car il est peu discuté. Votre expertise est unique car vous débutez là-bas, puis devenez un influenceur et créateur externe. Et vous pouvez faire ce que vous voulez à ce niveau-là. Mais je veux aborder, je pense, pour les gens qui nous écoutent, surtout les jeunes qui regardent ces métiers ou qui commencent leur carrière. Nous avons de nombreux universitaires. Quels conseils donner et certains des enseignements que vous avez tirés de cette expérience? Je suppose que l'essentiel, et cela vaut pour n'importe quelle entreprise ou société, qu'elle soit grande ou petite. Ceux qui me connaissent bien savent que ma passion en dehors de la technologie, c'est la science-fiction et l'histoire ancienne et l'histoire médiévale. Et ce que je pense, c'est que peu importe le pays, la race, la religion, la couleur ou quoi que ce soit d'autre, la nature humaine n'a pas changé depuis 4 ou 5 000 ans. Et cela se retrouve dans le monde des affaires, que ce soit dans une grande entreprise ou lorsque vous cherchez des financements. Oui, vous savez, il y a des gens qui vous aiment, d'autres qui ne vous aiment pas. Il se passe beaucoup de manigances en coulisses. Vous savez, nous en parlerons probablement plus tard. Quand je regarde, je pense que l'intelligence artificielle fait plus que jamais pour briser les silos et inciter les entreprises. Mais les gens doivent toujours donner leurs données. Ce qui donne du pouvoir, c'est le changement humain. Nous y reviendrons. Donc, la nature humaine n'a pas changé. Et comme je le dis, peu importe le pays, l'entreprise, la couleur, la race ou la religion,
La nature humaine n'a pas changé. Donc il faut en être conscient. Et vous savez, j'ai l'opportunité en ce moment de me concentrer sur la technologie. Je ne fais ni mise en œuvre, ni déploiement. Ce que j'appellerais le travail difficile. C'est comme regarder l'art du possible et voici comment vous pourriez le faire fonctionner pour vous. Mais la nature humaine n'a pas changé. Et même si votre produit est excellent, même si la technologie est excellente, comme vous le savez, cela a parfaitement du sens. Si vous ne comprenez pas les dynamiques de pouvoir et les jeux qui se passent en coulisses, ça va être très très difficile. Et on essaie toujours de le changer, mais parfois ce n'est pas si facile à changer, n'est-ce pas? La culture d'entreprise, c'est ça le pétrolier. C'est très difficile à changer. Et je l'ai vu aussi dans de petites startups, n'est-ce pas? Quand vous avez des fondateurs brillants, ils ont leur façon de faire les choses et ils ne changeront peut-être pas. Et je reviens à cette idée. Peu importe à quel point quelqu'un a du succès, il faut toujours s'adapter parce que le monde évolue et c'est ce qui marchait l'an dernier peut ne plus marcher cette année. Vous devez être flexible dans vos compétences. Oui, c'est essentiel. Je veux en parler. Donc, à partir de ces expériences, vous finissez par faire une transition, passant de leader d'entreprise à un rôle de leader d'opinion, d'influenceur mondial et de créateur et chercheur. Je dirais parce que vous avez toutes ces choses qui fonctionnent ensemble. Alors, comment s'est passée cette transition? Parce que je pense qu'une des choses que je veux souligner ici, c'est que je crois que ces métiers vont devenir de plus en plus importants à l'avenir. Parce que toute entreprise, comme vous l'avez mentionné, une start-up ou une grande société aura besoin de personnes comme vous pour venir les observer, les promouvoir, même faire de la recherche avec eux et réaliser des projets. Parfois, là, il faut des personnes extérieures pour intervenir. Je veux surtout voir comment vous gérez cette transition dans votre carrière. Donc, je suppose que la pièce manquante du puzzle pour comprendre comment j'en suis arrivé là, c'est de savoir comment j'ai fini par en arriver là. Ma situation actuelle est largement due à Intel. Et donc, quand j'ai rejoint Intel, j'ai été recruté en tant que responsable avant-vente pour leur équipe technique. Mais après environ 12 mois, on m'a demandé de prendre la tête du marketing stratégique pour Intel en Europe. Petite équipe, Intel étant Intel, il y avait un processus important autour de cela. Vous savez, quelles sont les nouvelles tendances en cours? Nous faisions un compte rendu au siège où des discussions stratégiques avaient lieu avec le président-directeur général Paul Ottilini et son équipe environ tous les 2 mois. Donc je faisais tout cela. Et c'était en 2005-2006. Le Russell, l'informatique verte, était déjà un sujet et tout le monde demandait « Êtes-vous écologique ?» La question de la durabilité émergeait sans être vraiment formalisée, notamment dans le développement commercial. Je revenais sans cesse là-dessus. Il doit forcément y avoir de nouvelles opportunités pour Intel dans le secteur de l'énergie, parce que l'énergie ne va pas disparaître. Nous avions les énergies renouvelables qui émergeaient, et bien d'autres choses. Je vais donner un exemple simple. Chez Intel, on plaisantait souvent. Notre rôle était de créer des marchés. Certains demandaient alors comment y parvenir, comment trouver un nouvel endroit où placer une puce de silicium. Et à l'époque, l'une des choses que nous poursuivions du côté de l'énergie, c'était que les gens commençaient à dire « Nous allons avoir des compteurs intelligents ». Je me disais « C'est un compteur intelligent avec une puce de silicium ». Donc c'était « Peut-on mettre par exemple un Pentium ou une puce Centrino dans un compteur intelligent ?» On avait compris que c'était vers 2005 ou 2006. Le niveau d'intelligence et les capacités en silicium dont vous aviez besoin dans un compteur intelligent étaient à peu près équivalents à ce qu'il y avait dans votre montre digitale. À l'époque, c'était vraiment très limité. Mais ce que nous avons ensuite compris, c'est que si quelqu'un déployait environ 1000 compteurs intelligents, il achetait un serveur dans le centre de données pour traiter les données. Donc, nous l'avons vu comme un accélérateur d'affaires. Donc, exemple, nous avons fait pareil avec les drones et la réalité augmentée. J'ai ainsi testé de nombreuses nouvelles technologies. Ce n'était pas parce qu'il y aurait des millions d'appareils dotés d'une puce. C'était les données générées qui allaient permettre beaucoup d'autres codes d'utilisation en entreprise et tout ça. Pour faire court, nous avons donc commencé chez Intel. Encore une fois, ça remonte à loin. Nous avons créé des équipes de vente verticales et on m'a chargé de diriger les ventes dans l'énergie. C'est comme ça que je suis vraiment entré dans le monde de l'énergie, le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables, tout ce qui concerne la transition énergétique. Chez Intel, je participais à de nombreux projets business spéciaux et donnais des formations commerciales. Intel, à son crédit,
À l'époque, tout le monde participait. C'était comme un événement d'entreprise, comme notre formation commerciale annuelle. Commencez à créer un profil pour vous-même sur LinkedIn. C'était il y a 15, 20 ans, Twitter, peu importe. Et on allait à des événements et on avait nos partenaires où on avait notre propre stand et tout ça là-bas. Pour faire courte, on passait beaucoup de temps, d'argent et d'efforts à mettre en place toutes ces démos. Et moi, puis, je me disais, OK, que ça allait bien. Tout le monde les voit et elles sont super. Mais on peut sûrement agir pour la formation interne, non? Alors j'ai commencé à filmer les démos avec des gens avec un smartphone et une perche à selfie. Et vous pouvez les trouver sur YouTube. Il y a 15 ans, n'est-ce pas? Elles étaient vraiment mauvaises. Mais il fallait bien que je commence quelque part. Et j'ai simplement continué à faire ça. Et jusqu'au moment où j'ai quitté Intel, puis Intel nous a demandé, je vis dans le sud de la France, ma femme est allemande, donc je suis irlandais, ma femme est allemande, on vit dans le sud de la France, je suis complètement en Europe, à 100%. Intel nous a demandé de revenir à Munich. Et j'approchais de mon 50e anniversaire. J'ai toujours travaillé dans le secteur de l'entreprise, et ça me plaisait. On me voyait comme très apolitique, mais j'aimais cette agitation et cette effervescence. Et j'ai dit, tu sais quoi, on va rester ici, et je suis parti. Intel a pris environ 6 à 9 mois de pause, et j'ai créé ma propre entreprise ici. Voilà comment je suis arrivé là-dedans. Je n'aime pas trop le mot influenceur, car il a de multiples sens. Crois-le ou non, chez Intel, vers 2008-2010, notre équipe de vente était appelée vente d'influenceurs, car Intel utilisait un modèle push-pull. Certains appliquaient les puces, nous les vendions aux fabricants de boîtiers, aux original equipment manufacturers, aux original design manufacturers, etc. Il fallait aussi susciter la demande auprès de clients du secteur pétrolier et gazier. Les entreprises n'achetaient pas de puces à Intel, elles achetaient des solutions auprès de sociétés qui allaient ensuite chez Dell ou IBM pour fournir le matériel. Donc notre travail était de leur faire prendre conscience de cela, vous comprenez? Si vous avez cette puce de gestion dans votre PC industriel qui est installée dans des éoliennes, vous pouvez mettre à jour le firmware à distance. Pas besoin d'envoyer quelqu'un en hélicoptère, cela permet d'économiser de l'argent. Vous pouvez utiliser un drone pour inspecter une torchère dans une raffinerie. Pas besoin d'arrêter la raffinerie pour envoyer quelqu'un sur un échafaudage, ce qui économise de l'argent. Donc, beaucoup de choses que j'ai apprises, c'est que ce n'est pas seulement à quel point la technologie est impressionnante, c'est aussi comment en faire un avantage concret et le vendre aux gens. Si je peux, je vais vous donner un autre exemple. Alors, à l'époque, cela débutait chez Compaq puis chez Hewlett-Packard, mais avec Intel, nous avons vraiment accéléré sur le cloud. Je parcourais l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique pour présenter le cloud comme la prochaine grande révolution. Et beaucoup de gens qui me connaissent encore aujourd'hui disaient en quelque sorte « Kev, le cloud, ce sera seulement par-dessus mon cadavre. Nous n'irons jamais vers le cloud. » C'est pertinent pour l'intelligence artificielle et les silos de données. Et puis parce qu'à l'époque, le directeur informatique, le gars dans les grandes entreprises, avait son propre centre de données. Il avait un budget d'investissement, CAPEX, et un budget d'exploitation, dépenses d'exploitation, ce qui lui donnait beaucoup de poids auprès des décideurs. Nous arrivions en disant « Vous allez reprendre le contrôle de votre centre de données. » Ce jour-là, vous revendriez ce concept de service partagé à un investisseur, à Jim et moi, ou à une connaissance. Ou vous commenceriez à regarder les nouveaux venus, comme Amazon Web Services, Google et les centres de données IBM et tout ça. Beaucoup me disaient autour d'une bière « Kev, genre, si on fait ça, alors mon budget va être réduit à 1/3 de ce qu'il est. Et mes effectifs baissent car ils seraient tous partis. Je n'ai pas le même poids autour de la table quand les décisions sont prises. Donc, on revient à la nature humaine. Ensuite, ce que nous avons fait, c'est que nous avons parlé au directeur informatique et il disait « ce n'est pas bon pour moi politiquement ». Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mené toute une campagne avec différents fabricants et autres en parlant au directeur financier pour lui expliquer combien d'argent il pourrait économiser. Ils ont trouvé l'idée brillante, ce qui a accéléré le déploiement du cloud, malgré les inquiétudes de certains directeurs informatiques, car l'élément humain a été en partie éliminé. Est-ce que cela a du sens? Non, c'est incroyable. Et j'adore. Incroyable. Ah, j'adore leur fonctionnement ensemble. J'ai une expérience similaire dans des domaines complètement différents, mais je pense que c'est une chose qui, je dirais que la plupart des écoles et nos systèmes éducatifs ne nous préparent pas. Et je veux aborder ce point. C'est un élément clé. Comme tu l'as dit, donc en partie au sein de l'organisation où tu étais, tu as commencé à développer ce volet de recherche qui est devenu un emploi et un poste. Donc, je veux aborder ce point.
tu as mentionné le marketing d'entreprise et la recherche. Et puis, si tu regardes maintenant le marketing des ventes, les influenceurs qui créent des relations, tout cela est de plus en plus intégré, surtout dans les grandes organisations qui savent comment faire. Bien sûr, c'est assez complexe parce que la plupart des commerciaux actuellement sont des experts. Par exemple, tu es un expert en technologie, sinon tu ne peux pas vendre une technologie. Donc, ce n'est plus simplement vendre quelque chose, mais tu dois connaître la chose. Et c'est une chose qui évolue constamment. Et puis, bien sûr, il y a la façon dont tu atteins les gens, comment tu atteins les départements, comment tu atteins les directeurs financiers, comment tu atteins les directeurs techniques, comment tu atteins les présidents directeurs généraux, ce qui fait en partie du travail que tu fais maintenant. Donc, je veux aborder ce sujet parce que c'est quelque chose dont tu parles quand tu évoques l'économie créative. Comme tu l'as dit, le contexte des influenceurs est influent et créé. C'est un leader d'opinion. Et il y a, je dirais, des chercheurs de l'industrie, disons-le comme ça. Toutes ces choses réunies. Même un influenceur dans la mode devra connaître la mode dont il parle. Dans ce cas, c'est un peu plus sensible et plus... Parce que, bien sûr, si vous regardez des produits qui coûtent des millions de dollars, vous devez absolument savoir de quoi vous parlez et vous devez très bien expliquer. Donc, je veux aborder cela et aussi sur le deuxième niveau de la question, comment nous avons trouvé la force pour prendre une grande position, j'en suis sûr. Bien payé pour devenir indépendant et lancer votre entreprise ou votre carrière en tant qu'influenceur et leader d'opinion? Objet off. Il y a beaucoup à déballer là-dedans. Supposons, laissez-moi le formuler ainsi. Et j'y reviendrai. Quitter la grande entreprise pour être à mon compte a été un vrai choc culturel avec du positif et du négatif. J'en reparlerai. Roi l'a fait. Nous en reparlerons lors de la discussion sur les tendances numériques du métavers industriel. Et pourtant, nous avons tous ces termes pour des choses, des concepts, des produits. Et si vous regardez influenceur, leader d'opinion, chercheur, vous savez, peu importe, on aura une longue liste. Je suis contre le fait de catégoriser quelqu'un, car il existe des chevauchements et bien d'autres choses. On entend souvent que telle personne est un leader d'opinion ou un influenceur. Vous savez, si vous êtes à la tête d'une très grande entreprise, si vous êtes Elon Musk ou Roland Bush, ou peu importe qui, vous êtes un influenceur, non? Parce qu'ils ne font peut-être pas des vidéos TikTok tout le temps, mais ce qu'ils font influence des pays, des économies, des marchés, peu importe. Donc, dire qu'ils sont des influenceurs. Et puis, vous avez quelqu'un qui parle de la dernière nouveauté sportive à la mode, et c'est aussi un influenceur. Je trouve qu'il est difficile de les classer ensemble. Je pense que cela dépend du contexte. Professionnel, tout ce que je fais concerne la technologie et le business to business. Et je pense qu'une grande partie, tu peux. Je l'ai déjà dit, je préfère me considérer comme évangéliste de la technologie plutôt que comme influenceur. Pour faire court, je pense que beaucoup de choses se résument à la nature humaine. Les gens font confiance à quelqu'un. Oui, enfin, soit tu fais confiance, soit tu ne fais pas. C'est ça, ou peu importe. Et s'ils te font confiance ou font confiance à la personne, à ton avis, à ton point de vue, ils ne seront peut-être pas d'accord avec toi. Ils pensent que tu es authentique et transparent. Quelles que soient les connotations cachées derrière cela et tout le reste, alors, ils te font confiance. Et tu peux t'appeler comme tu veux. Et tu sais, je suppose que l'avantage que j'ai d'être indépendant, et tu as mentionné certains des travaux de conseil et autres que je fais, je travaille avec une limite principale, mon temps, car je ne peux faire qu'un nombre limité de choses. Mon entreprise est une société par action simplifiée unipersonnelle en France, donc c'est une société à responsabilité limitée, un seul employé, c'est moi. Pour faire court, j'ai joué l'avocat du diable, et ce que je veux dire par là, c'est qu'une entreprise, sous accord de non-divulgation ou à huis clos, va le faire. Voici notre plan de mise sur le marché, voici notre stratégie de vente, voici la direction que nous prenons. Démontez-le à huis clos. Mais ce n'est pas un article de blog, il n'y a rien de tout ça. Et à cause de beaucoup du travail que je faisais de la formation à la concurrence chez Intel, on travaillait sur Advanced Micro Device et tous les autres concurrents, peu importe, et on faisait des jeux de rôle, et ceci, cela et tout le reste. Et j'ai passé beaucoup de temps à parler à des gens dans l'industrie où j'essayais de leur vendre quelque chose. Donc je connais toutes les questions pièges qu'ils peuvent poser pour mettre un commercial en difficulté. Et certaines de ces questions n'ont jamais de réponse, n'est-ce pas?
Ils essaient juste de ne pas changer et voilà. Moi, souvent, avec les entreprises, je joue l'avocat du diable. Et puis, pour être tout à fait honnête, comme je ne suis pas un employé là-bas, je n'ai pas vraiment à m'inquiéter de blesser l'ego de quelqu'un ou d'être politiquement incorrect. Non, évidemment, je ne le dis pas dans un mauvais sens, mais c'est juste que je donne aux gens mon avis honnête et je dis, voilà, voici mon point de vue extérieur et je suis indépendant. Parce que l'autre chose, les gens qui me connaissent savent ce que je ne fais pas. Je ne m'engage dans rien qui concerne la vente, les commissions, les ventes de référence ou quoi que ce soit, parce que pour moi, ça détruit complètement mon indépendance. Non, je présente des gens car je vais à de nombreux événements, rencontre beaucoup de monde, serre des mains et embrasse des bébés. Mais je pense que ça revient à si les gens te font confiance. Et comme dit le vieux proverbe, il faut longtemps pour gagner la confiance, mais tu peux la perdre du jour au lendemain, n'est-ce pas? Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens cherchent des personnes, et nous avons tous des personnes en qui nous avons confiance. Et si tu peux construire ça pour toi-même et être assez flexible pour savoir que tu n'es pas le don de Dieu dans tout ou dans certaines choses, je pense que ça nous aide simplement dans le monde d'aujourd'hui à être. Et il y a des années, c'était comme un conseiller de confiance. Ils ne seront pas forcément d'accord, mais apprécieront ton avis s'il est pertinent. Non, c'est incroyable. Et je crois que c'est un élément clé parce que, comme tu l'as dit, tout repose sur les relations qu'on crée, qui font les affaires et les nouvelles carrières. Donc, je voudrais aborder ce point, mais comment as-tu commencé à devenir ce créateur et aussi créer ta propre société de conseil et faire cela en tant que professionnel? Donc, quand Intel m'a demandé de revenir à Munich, nous avons décidé de rester ici. Comme je l'ai dit, à 50 ans, je voulais changer de vie. Ce n'était pas un choc d'apprendre que je n'aurais plus de travail la semaine suivante. J'avais 6, 9, 12 mois pour m'y préparer. Et tu demandes, financièrement et tout ça, écoute, je travaillais en France depuis 13 ans. Puis t'as votre licencié en France, c'est une bonne chose. Ce n'est pas un mauvais pays pour ça, avec les indemnités de licenciement et tout ça, non? Donc j'ai eu l'avantage d'avoir une marge financière. Donc j'ai dit que j'allais partir et que j'allais créer mon entreprise sans savoir exactement quoi faire. Je me suis dit que le conseil était pour moi, je vais devenir consultant. Quand on m'a demandé un nom pour l'entreprise, et ici en France, il faut évidemment avoir une raison sociale, et il faut que ce soit un nom qui n'est pas déjà pris. Vous connaissez tous les classiques. En quittant Intel, on m'a demandé « Que vas-tu faire ?» J'ai répondu que je ne savais pas, un peu de tout. C'est ainsi que mon entreprise a été nommée, avec un peu de tout, y compris mes avocats ici. Quand je créé l'entreprise, on m'a dit que je ne pouvais pas l'appeler comme ça. Et j'ai répondu, bah, si, bien sûr que je peux. Il n'y a aucune limite ni contrainte de langue en France, ce qui explique le nom de mon entreprise. Un peu de ci, un peu de ça. Et la seule chose que je dirais aux gens, si vous changez de poste, que ce soit prévu ou non, c'est qu'il faut rester visible. Vous devez prendre en main votre propre destin. Donc, je terminais chez Intel, j'avais une période de préavis et de congé. J'avais un parachute financier. J'ai dit que je ne disparaîtrais pas. Je continuerai à aller aux événements et à faire des vidéos sur mon temps libre. Et je continuerai à faire savoir aux gens que je suis toujours là et que je fais des choses. Alors, je dis toujours aux gens quand ils me disent « Oh, je termine dans une entreprise pour une raison ou une autre », je leur dis « Ne disparaissez pas. » Car si vous êtes invisible dans ce monde, votre identité ou réseau importe peu. Et beaucoup de gens ont d'excellents réseaux internes dans les entreprises, mais ils ne sont pas très connus à l'extérieur. Je ne parle pas d'être influenceur ou défenseur, mais simplement que les gens ignorent ce que vous faites car vous ne le dites à personne. Tout le monde autour de vous le sait. Mais si vous quittez cette entreprise, vous sortez de ce réseau, vous êtes hors de vue, hors de l'esprit, je pense qu'il faut juste continuer. Alors, je l'ai fait. J'ai continué d'assister à des événements, puis des entreprises m'ont contacté en disant « On aime votre travail, pouvez-vous le faire pour nous ?» Ensuite, j'en ai fait un service payant, évidemment. Et une grande partie de mon travail au cours des 8 dernières années, c'est du plaidoyer. C'est donc là que je me rends lors des événements. Donc, je serai dans la tournée Beyond Borders de Yokogawa la semaine prochaine. La semaine suivante, je serai à UDEPEC, la plus grande conférence sur le pétrole et le gaz à Abu Dhabi. La semaine d'après, je serai au Web Summit.
la semaine d'après, je serai à Inlet Europe, la grande conférence sur les services publics à Bilbao. Et la semaine suivante, je serai au Salon international de la production et de la transformation industrielle à Nuremberg. Donc, voilà novembre de passé, alors je pars faire ce que je fais. Et parce que ça me permet de voir et de rencontrer les gens sympas et de voir ce que tout le monde fait. Ça m'aide à bien comprendre ce qui est possible aujourd'hui. Et au moins 50% de mon rôle aujourd'hui, c'est ça. Et puis l'autre partie, c'est le travail de conseil, les ateliers. Vous savez, venez nous expliquer ce qui se passe avec les jumeaux numériques. Qu'est-ce que le métavers industriel? On me demande souvent, Kev, peux-tu jouer l'avocat du diable et revoir notre stratégie en privé? Je sers d'éclaireur technologique pour les gens. Et les gens disaient, on ne peut pas aller à tous ces événements, mais peux-tu surveiller ceci, ceci et cela? Et ça, c'est un service. Je peux voir ce que font les gens, donc je peux faire un compte-rendu. Voici leurs annonces et mes constats. J'ajoute bien sûr mes commentaires, sans lien avec la diligence raisonnable en fusion, acquisition ou quoi que ce soit sous accord de non-divulgation. Ça, peu importe. Ça reste dans ma tête. Mais c'est juste, qu'est-ce que tu vois lors de l'événement? Qui a annoncé quoi? Quelle était l'ambiance autour? Faire simplement comprendre aux gens qu'il faut rester vigilant. Si vous êtes dans cette entreprise ou dans ce domaine, comme quand on parle d'informatique quantique, peut-être que, voilà, on parle tous de intelligence artificielle et tout ça, mais le quantique arrive. Ça ne sera pas là demain matin. Mais ce sont le genre de choses sur lesquelles les gens, au niveau stratégique, doivent vraiment garder un œil. Oui, il y a tellement de choses qui arrivent vers nous qu'on ne peut pas simplement les ignorer, sinon on se retrouvera en situation d'urgence. Est-ce que ça a du sens? Oui, non, complètement. Et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses que tu touches. C'est incroyable pour ceux qui nous écoutent que tu lances une entreprise ou soit un étudiant voulant apprendre, peu importe. Parce que c'est en fait l'avenir de l'économie mondiale. Je pense qu'on a du mal à démystifier cela et à l'appliquer concrètement, car les gens ne comprennent pas. Tu vas à un événement, tu sais ce qui s'y passe, tu expliques les tendances et bases ton contenu dessus. J'en apprends tous les jours et je regarde des personnes comme toi pour comprendre ce qui se passe. Je veux y aller tout de suite pour compléter mes recherches et explorer de nouvelles pistes, car tu abordes de nombreux sujets. Je voudrais probablement aborder 3 aspects de cela. Donc, première partie, donc les 4 domaines de recherche où cela a été. En fait, nous avons évoqué le métavers industriel, les jumeaux numériques, la transition énergétique liée à l'intelligence artificielle et aux données. Alors, allons-y un par un. Commençons donc par le métavers industriel, car ce sont des domaines où vous êtes un expert mondial. Mais aussi, je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent ont probablement encore du mal à le comprendre. Commencez par définir le métavers industriel, puis expliquer son application à ces différents domaines. Surtout votre travail avec Siemens et d'autres entreprises pour l'énergie aux États-Unis qui concernent de nombreux domaines. Un par un. Commençons par celui-ci. Donc, j'ai toujours été un passionné, comme je le dis, des nouvelles technologies. Je bricolais puis quoi avec la réalité virtuelle, la extended reality, la NAR et tout ça dans mon bureau depuis des années. Et j'ai toujours été fasciné par ça. Et c'était à l'été 21, je crois. À Inlet Europe, ils m'ont demandé de présenter sur la technologie et les tendances futures. J'ai répondu, vous savez quoi? Nous construisons le métavers de l'énergie. Et ils étaient là, quoi? Donc j'ai fait une présentation là-dessus. Je l'ai faite en novembre, un mois avant que Facebook ne devienne Meta. Le métavers est soudainement devenu tendance. Que font-ils? Pour faire court, j'ai eu beaucoup de chance. Je travaille beaucoup avec Siemens, mais disons que je ne dirais pas conseil, mais beaucoup de choses avec leurs équipes et aussi tout ce qui concerne la promotion. Et c'était avec Cédric Naïc et son équipe à cette époque-là. Siemens avait toujours parlé de la rencontre entre le numérique et le physique, et ils avaient tout ce concept du numérique, sur le fil numérique et tout ça. Je me suis dit, vous construisez le métavers industriel. Ce nom est resté. Et pour moi, le métavers industriel est une convergence de technologies. Et on pourrait consacrer un épisode ou une série Netflix à ce sujet. Mais de mon point de vue, c'est que observez les progrès des processeurs en silicium, qu'il s'agisse de unités centrales de traitement GPU, Neural Processing Unit ou Data Processing Unit, à vous de choisir. Regardez les avancées dans les communications, tout devient plus petit. Vous avez différentes électroniques de puissance qui arrivent aux États-Unis, Infineon avec leur carbure de silicium. De plus en plus de fonctionnalités sont intégrées dans les appareils.
que vous les portiez, qu'ils soient sous le bureau, dans le cloud, peu importe. Donc, cette convergence des technologies nous permet d'avoir plus de puissance de calcul et de communication que nous n'aurions jamais pu imaginer. Vous savez, j'ai dirigé les laboratoires Proof of Concept pour Compaq, puis Hewlett-Packard. Nous avions des laboratoires valant plusieurs millions de dollars où nous recevions des clients. Mon téléphone est aujourd'hui plus puissant que tout le matériel que nous avions en 2000 alors que nous disposions de racks entiers. C'est incroyable de voir tout le chemin parcouru. Donc pour moi, le métavers industriel, c'est la capacité de numériser votre usine, toute votre chaîne d'approvisionnement. Certaines personnes diront, oui, le métavers a mauvaise réputation, c'est Facebook, etc. Pour moi, il s'agit des capacités, il s'agit des jumeaux numériques, du fil numérique, de tout simuler, des données en temps réel utilisées dans la simulation. C'est immersif, que je regarde sur écran 2D moniteur, 3D ou avec un casque réalité virtuelle. Nous faisons tous les deux une revue de design. Toi sur ton ordinateur, moi avec un casque réalité virtuelle. Mais on partage ça, on griffonne et on fait une revue de design ou peu importe comment tu veux appeler ça. C'est persistant, c'est toujours là. Des équipes du monde entier peuvent travailler simultanément sur le même design sans aucun problème de gestion de version. Où j'envoie des dessins à tout le monde, puis tu reçois le mauvais, tu mets à jour le mauvais et tout ce genre de choses. Donc pour moi, c'est cette convergence des technologies qui permet la numérisation et qui donne un coup de fouet à ta production. Et il faut relier ça à la réalité. Quels sont les défis actuels? Nous avons vu ce qui s'est passé avec les chocs dans la chaîne d'approvisionnement, avec le COVID, la guerre en Ukraine. Vous avez maintenant tous les jeux et complications avec les tarifs, et vous savez, ici aujourd'hui, disparu demain, puis de retour le lendemain. Ce n'est plus un problème technologique, mais c'est un gros souci pour quiconque prend une décision commerciale. Il faut que votre système soit flexible pour bien fonctionner. Comment gérer cela? En cas d'augmentation des droits de douane de 10%, il faut analyser l'impact sur la chaîne d'approvisionnement et pouvoir revenir en arrière. Qu'est-ce qu'il y a dans mon entrepôt? Quel est le coût des marchandises qui sortent? Donc, à moins que tout soit connecté dans cet immense écosystème numérique, et je ne pense pas que nous parlions vraiment du métavers industriel. Ce n'est pas un nouveau produit, ce n'est pas un nouveau lac de données ou un marécage de données ou quoi que ce soit d'autre. Nous avons désormais des interfaces de programmation d'applications et de nombreuses normes d'interopérabilité. Elles ne sont pas toutes parfaites, mais bien plus nombreuses. Désolé, nous avons moins de normes, mais elles sont meilleures. Pouvoir en temps réel anticiper. Si cette commande arrive de ce client, puis-je le simuler? Pouvons-nous le faire? Ou est-ce que cela aura des implications sur la maintenance productive? Peut-on lancer un autre poste où cela risque-t-il de casser? Et le commercial peut presque lancer la simulation de l'usine et dire « Oui, nous pouvons prendre cette commande ». Donc, vous pouvez prendre des décisions commerciales plus éclairées. Donc, pour moi, le métavers industriel. Aujourd'hui, on parle de l'industrie 4.0, mais aussi de l'industrie 5.0 liée à la numérisation. Mais avec des humains, nous parlons d'usines virtuelles et de fabrication intelligente. Vous savez, vous pouvez choisir votre mot à la mode. Personnellement, je pense que le terme métavers industriel est celui qui convient le mieux, car il intègre aussi l'économie. Et que ce soit la tokenisation de votre jumeau numérique, et si je vous donne ceci, vous me donnerez cela. Et il existe une économie différente qui se développe aussi autour de ces plateformes, non? Et la façon dont nous travaillons, surtout maintenant avec l'intelligence artificielle, les modèles et tout ça, pour moi, le métavers industriel, c'est essentiellement la numérisation des industries sous stéroïdes. Là où je l'ai vu la première fois, c'était surtout le numérique. Là où j'ai eu l'idée du métavers de l'énergie, c'est en travaillant avec certaines entreprises. Ils envisageaient de construire de nouvelles usines de batteries. Ils envisageaient de construire un nouveau parc éolien en mer, une nouvelle station de transmission offshore. Il n'y avait aucun héritage. Maintenant, c'est plus facile s'il n'y a pas d'héritage. Vous concevez tout numériquement à l'avance, vous simulez tout à fond, et je ne parle pas juste de façon sympa, vous voyez, vidéo courte de survol pour les investisseurs. Vous écrivez le logiciel qui fera fonctionner les turbines, et vous simulez comment elles vont fonctionner. Et vous écrivez le logiciel, et vous simulez tout ensemble sur la façon dont vous allez configurer la ligne de production avec les tapis roulants et les robots. Et maintenant, vous avez l'intelligence artificielle physique et blablabla. Tout est fait avant que quelqu'un ne creuse un trou dans le sol. Donc pour moi, la transition énergétique, et ça fait un peu la transition vers le sujet, la transition énergétique, les nouvelles constructions et la transition énergétique, c'était le métavers industriel qui se déroulait sous nos yeux.
Ce n'est pas si simple, mais si vous considérez que j'ai déjà une usine et des actifs énergétiques comme des raffineries, des champs pétroliers et gaziers, tout cela existe déjà. Numériser tout est plus difficile à cause de nombreux systèmes hérités. Vous ne pouvez même pas recommencer, c'est comme partir de rien. L'une des choses que j'imposerais aux entreprises, c'est que du jour où vous commencez à penser à un projet jusqu'à sa mise hors service, vous devez penser aux conventions de nommage et aux schémas pour cela. Aujourd'hui, le problème vient des conventions et étiquettes d'actifs différentes, créant des silos d'informations. Si vous adoptez la même convention de nommage, vous obtenez un espace de nom unifié avec de nouvelles spécifications. Vous avez OpenUSD de NVI, DIA et bien d'autres, blablabla. Je pense que le métavers industriel est inévitable. Vous savez comment vous appelez ça? Numérisation 60 ou peu importe le nom que vous lui donnez, mais c'est là que nous allons. Est-ce que ça a du sens? Oui, oui, tout à fait. Donc, juste pour notre public, séparons les termes métavers industriel et jumeaux numériques. Donc, je pense que, bien sûr, on pourrait faire tout un podcast sur ce sujet. Je suis sûr que pendant cette discussion, pendant qu'on parle, je pense qu'on utilisera probablement certaines des vidéos que tu as mises, certaines parties de tes images pour les personnes qui écoutent, mais juste pour distinguer entre les deux. Donc, pour moi, un jumeau numérique est le bloc de construction fondamental de tout ce que nous faisons numériquement. Et ce que je veux dire par là, c'est que si je conçois un nouveau produit, si je conçois une nouvelle souris d'ordinateur, je vais concevoir cela dans un système de conception assisté par ordinateur, conception assisté par ordinateur, et je vais tout concevoir à l'intérieur. Et selon le nombre de modèles physiques et tout ce dont j'ai besoin, je vais tout simuler. C'est un jumeau numérique de ce que je vais construire, ce logiciel de jumeau numérique. Les données sont ensuite envoyées à une entreprise qui dit « construisez ça ». Et ils parlent de construire une ligne de production pour fabriquer cet appareil, toute la technologie et tout le reste. Ils auront une conception numérique de la façon dont ils vont organiser la ligne de production. C'est un jumeau numérique de la ligne de production. Et ensuite, c'est probablement un mauvais exemple. Mais si c'était une éolienne, lorsque je fais fonctionner le jumeau numérique parce que je l'ai conçu, lorsque je fais fonctionner l'éolienne, parce que j'ai tous les capteurs et toutes les données de l'IoT industriel qui en proviennent, j'aurai des données en temps réel sur mon système de contrôle qui me montreront comment cette éolienne fonctionne en ce moment. C'est un jumeau numérique. Donc, dans sa forme la plus simple, la façon dont moi est. Il y a beaucoup de débats religieux sur ce qu'est un jumeau numérique et ce qui ne l'est pas, et sur les capacités. Je l'explique simplement aux gens ainsi. Regardez, un jumeau numérique est une représentation numérique de quelque chose qui existera, pourrait exister, ou existe déjà dans le monde réel aujourd'hui. On pourrait dire qu'un système SAP est un jumeau numérique. Ce n'est pas très visuel, sans offenser les équipes SAP ou Oracle, mais c'est un jumeau numérique. Pour le métavers industriel et là où nous allons, et encore une fois, quel que soit le mot que vous voulez utiliser pour désigner là où nous allons, tous ces silos doivent commencer à travailler ensemble et il ne faut pas que j'utilise différentes conventions de nommage, puis que je doive faire toute cette couche de traduction entre elles, ce qui coûte de l'argent. C'est incroyablement complexe. Donc, si vous commencez avec les mêmes conventions de nommage à travers les différents silos, l'intelligence artificielle force maintenant les entreprises à briser ces silos. La seule façon d'entraîner mon intelligence artificielle est de lui fournir toutes les données disponibles, ce qui profite à tous. Et puis je commence à vous entendez beaucoup de gens parler du fil numérique. Ce n'est pas que je prends tous les jumeaux numériques que j'ai et que j'en crée un autre, un grand jumeau numérique, parce que je copie toutes les données, parce que ensuite on se retrouve avec la réplication des données, le stockage et toutes sortes de complications. Mais si je peux extraire les données de chaque silo via des interfaces de programmation d'applications quand j'en ai besoin. Le responsable d'usine et le directeur financier ont des besoins de vue très différents sur la chaîne d'approvisionnement. Si je peux extraire des données de la même source, cette version unique de la vérité, pour moi, c'est le métavers industriel. Et vous pouvez étendre cela à votre chaîne d'approvisionnement. J'étais à EMO à Nuremberg, à Hanovre, il y a quelques semaines. Je suis tombé sur une petite entreprise. Ils avaient un jumeau numérique. Gimineers était leur nom. Ce qu'ils faisaient, c'était, disons, que vous fabriquiez les pales pour une turbine destinée à un moteur d'avion. Elles sont produites
sur une machine de fraisage commande numérique par ordinateur utilisant diverses technologies avancées, comme la fabrication additive et l'impression 3D métallique. Toutes ces machines, on envoie un design, la pièce est placée, elle tourne et est découpée. À l'échelle du micron, tout est mesuré en temps réel pendant que la machine travaille pour s'assurer que tout est conforme aux spécifications. Ils prennent toutes ces données et ils créent un jumeau numérique de cette pièce exacte qu'ils peuvent envoyer au client. Je peux ensuite construire cela et dire que j'ai 15 ou 50 de ces pièces dans mon éolienne ou moteur et les intégrer ensemble. J'obtiens un jumeau numérique de ce à quoi il ressemblait en sortant de l'usine avec un niveau de détail précis. Donc, les jumeaux numériques sont des éléments de base. J'ai publié un article de blog à ce sujet. Vous savez, dans l'industrie, c'est toujours « Eh bien, mon jumeau numérique est meilleur que le vôtre. » Et on peut en discuter longuement. Et moi, j'y vais. Tout dépend de ce que vous essayez de faire. Maintenant, pour tous ceux qui s'intéressent aux jumeaux numériques ou qui veulent mieux comprendre, je recommanderais de regarder ce que fait le consortium des jumeaux numériques. Au lieu d'un niveau de maturité, ils ont un tableau périodique des caractéristiques des jumeaux numériques. Parce que une des choses que je fais avec beaucoup d'entreprises, et ça rend certaines personnes folles, mais j'entre dans une réunion, ils parlent de jumeaux numériques, et j'arrête tout pour distribuer des post-it. Ou si nous sommes en ligne, j'irai tout de suite dans la messagerie. Écrivez ce que vous entendez par jumeaux numériques et ce que vous voulez qu'ils fassent. Si vous interrogez 10 personnes, sauf forte coordination, vous aurez 10 réponses différentes. Donc, le jumeau numérique est l'un de ces termes, ce bloc de construction fondamentale, mais il n'y a pas de définition unique. Le jumeau numérique est supérieur aux autres, qu'il soit en 3D ou physique. Cela importe peu. Sans jumeau numérique, impossible d'accéder au métavers industriel car rien n'est représenté numériquement. Est-ce logique? Non, c'est incroyable. Vous l'expliquez à plusieurs niveaux, ce qui est important pour ceux qui écoutent, comme un cours magistral. Merci. Et aussi beaucoup de choses importantes, comme vous l'avez dit, que la plupart des entreprises doivent adopter cela, parce que je pense, par exemple, si vous regardez en fait n'importe quelle industrie, mais des gouvernements aux villes, à la construction, bien sûr, aux infrastructures et ainsi de suite, et là, vous pouvez vraiment économiser beaucoup et accroître la durabilité dans plusieurs domaines. Je parle de cela, donc l'un de vos domaines d'expertise, et je veux aborder le point 3, la transition énergétique. Donc, c'est important car, bien sûr, nous sommes dans un monde qui a plus que jamais besoin d'énergie, avec l'essor de l'intelligence artificielle, des centres de données et de l'informatique. Mais aussi tous les défis liés à la durabilité, au carbone et bien, au changement climatique, beaucoup de choses différentes. Donc, c'est un sujet important en soi parce qu'il nous concerne tous, mais je veux voir comment nous l'abordons. Je sais que vous avez une grande expertise travaillant avec de grandes entreprises de l'énergie, ainsi qu'en tant que chercheur et leader d'opinion. Donc, la transition énergétique, pour moi, est inévitable, n'est-ce pas? Et que ce soit une question de coût, de politique ou autre, nous devons simplement passer à de nouvelles formes d'énergie, et nous le ferons. Cela dépend simplement de la rapidité et de l'ampleur, et potentiellement des dégâts que nous aurons causés d'ici là. Je participe à de grands événements sur l'énergie, dont ADIPEC bientôt. Vous avez Gas Tech Distribute Tech la semaine Sarah, Inlet Europe. Quand il s'agit d'énergie, dans de nombreux cas, comme je le dis toujours, la technologie peut laisser la partie facile. Donc, la création de jumeaux numériques, l'éolien en mer et les petits réacteurs modulaires arrivent, et la fusion, espérons-le. Je suis toujours un grand fan de l'hydrogène comme moyen, comme batterie pour stocker l'énergie, si vous avez beaucoup de vent et tout ça. Pour être honnête, la plupart des débats sur la transition énergétique sont menés par la politique et les idéologies. On est pour, contre ou indifférent. Cela a été instrumentalisé. Je trouve cela assez amusant à certains égards. J'étais à la semaine Sarah en mars pendant la grande conférence pétrolière et gazière aux États-Unis. Beaucoup de mes amis travaillent dans le secteur pétrolier et gazier. Des terminaux de gaz naturel liquéfié sont en construction pour exporter plus de gaz naturel liquéfié vers l'Europe. La nouvelle administration aux États-Unis n'est pas très favorable aux énergies renouvelables. Je discutais avec eux et leur disais, peu importe la technologie, que se passe-t-il? Ils répondaient, Kev, tu sais, il y a plein de pétrole et de gaz ici dans le Golfe et tout ça.
On fera seulement si le prix du pétrole dépasse un seuil, sinon ce n'est pas rentable. Que fais-tu aujourd'hui? On installe des panneaux solaires et des batteries, car c'est là que l'argent est au Texas pour la stabilité du réseau. Peu importe l'affiliation politique et ce qui se dit, c'est du réalisme pratique. On parle de l'intelligence artificielle et de son impact. Et l'intelligence artificielle touche l'industrie de l'énergie des deux côtés. La demande en énergie et matières premières augmente. Pour les centres de données d'intelligence artificielle, il faut aussi considérer l'eau, pas seulement l'énergie. L'emplacement d'un centre de données ou usine d'intelligence artificielle, selon NVID, intelligence artificielle, implique de nombreux enjeux environnementaux à considérer. Mais j'ai besoin de plus d'énergie pour faire fonctionner l'usine d'intelligence artificielle afin de pouvoir créer les modèles fondamentaux. Cela permettra de créer de nouveaux matériaux utilisables dans l'industrie de l'énergie pour plus d'efficacité. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, n'est-ce pas? Il y a des avantages et des inconvénients, mais comment évaluer sans expérience? C'est difficile. Mais pour simplement donner une idée de la complexité du monde d'aujourd'hui, à cause de la géopolitique, à cause de tout ça, je ne parle pas pour ces entreprises, c'est juste pour illustrer. Aux États-Unis, on disait, nous avons beaucoup de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié, nous pouvons alimenter les centres de données avec du gaz. Vous pouvez. Il suffit de construire une centrale électrique au gaz. C'est une technologie standard, facile à faire. Blablabla. Bla bla. Vous avez besoin d'une turbine à gaz? Vous allez voir les fournisseurs de turbines à gaz aujourd'hui et vous dites « J'ai besoin d'une nouvelle turbine à gaz ». Ils vous répondent « Très bien, je vous inscris sur la liste pour 2031 parce que nous sommes complets ». General Electric Vernova. Je crois que nous allons ouvrir une nouvelle centrale à gaz ou une nouvelle usine aux États-Unis en avril pour fabriquer plus de turbines à gaz. Et à cause de toute la géopolitique, l'instabilité, trustee, les tarifs et tout ce qu'ils ont annulé, ils ont arrêté le projet, l'ont mis en pause. La transition énergétique a lieu et est déjà en cours. Et je pense que l'énergie, ce qui me rend très optimiste quant au fait que nous, les humains, ferons ce qu'il faut, c'est que cela doit venir de la base. Donc ce sont les gens qui installent des panneaux solaires sur leur toit, achètent un véhicule électrique, installent une batterie pour être plus résilient face au réseau. Et j'ai bon espoir que, pour être juste envers l'administration américaine actuelle, ils investissent davantage dans les petits réacteurs modulaires. Je pense qu'ils doivent faire partie de la solution à l'avenir partout dans le monde. Un autre domaine d'investissement est la géothermie, un secteur énergétique que nous avons quelque peu négligé. Comme l'Islande est à 100% géothermique, enfin pas 100%, mais il y a aussi beaucoup d'hydroélectricité. Mais théoriquement, nous pouvons tous utiliser la géothermie presque partout sur la planète pour obtenir de l'énergie. Maintenant, il s'agit du coût, des avantages et tout ça. La transition énergétique va simplement se poursuivre, quel que soit le changement de politiciens. Et je ne suis pas un grand fan des gens qui disent « il faut que ce soit cette technologie ou cette autre technologie ». Je pense que c'est un mélange, mais ça dépend. Et ça revient, je suppose, à mon expérience dans le monde des affaires. On peut se demander jusqu'où êtes-vous prêt à parier. L'hydrogène nécessitera aussi l'appui de l'État pour être viable, comme ce fut le cas pour l'industrie pétrolière il y a 100 ans. Il existe toujours des subventions pour les compagnies pétrolières et gazières aujourd'hui, donc elles en bénéficient encore. Vous savez, il nous faut juste Les gens doivent apprendre par une décision stratégique et s'y tenir. Ce qu'on ne peut pas avoir, c'est quelqu'un qui arrive au gouvernement et qui dit « on fait de l'hydrogène », et puis 2 ans plus tard, c'est « non, on ne fait plus ça, on fait autre chose ». Et ensuite, 2 ans après, personne ne va investir là-dedans. Maintenant, alors il y a encore beaucoup d'entreprises qui font, vous savez, des électrolyseurs, du gaz naturel liquéfié, des transporteurs, des H2, etc. Donc je pense que tout ça arrive, mais ça ne se passe pas assez vite, si ça a du sens. Non, complètement. Donc tu abordes, et je pense que pour le dernier sujet lié au domaine d'expertise, donc l'intelligence artificielle et les données, donc de la transition énergétique à l'intelligence artificielle et aux données. Et plus précisément, regardons les centres de données d'intelligence artificielle. Tu as évoqué l'importance de l'eau. Mais il y a aussi un énorme fossé de l'intelligence artificielle dans le monde. Et il y a 2 niveaux de fossé de l'intelligence artificielle. Il y a le fossé de l'intelligence artificielle en termes d'éducation, ce sur quoi toi et moi sommes très concentrés dans notre travail. Et puis, il y a le fossé de l'intelligence artificielle en termes d'infrastructure. Seules 2 parties du monde disposent d'une certaine infrastructure d'intelligence artificielle, à savoir les États-Unis. Et un peu le Canada et un peu l'Europe, même pas toute l'Europe. Et bien sûr, la Chine, c'est une toute autre histoire. Mais un défi majeur subsiste. La plupart du monde reste à l'écart de l'infrastructure de l'intelligence artificielle et même l'éducation à l'intelligence artificielle, l'infrastructure de l'intelligence artificielle et ainsi de suite. Mais c'est essentiel parce que, bien sûr, tout sera concerné. Je souhaite savoir comment vous percevez l'intelligence artificielle dans l'industrie, les affaires et son impact sur la société.
et aussi ce que vous pouvez faire pour atténuer les risques qui y sont liés. Je vais répondre en 4 étapes. D'abord, je n'ai jamais vu une technologie avoir autant d'impact en si peu de temps que l'intelligence artificielle générative au cours des 2 dernières années, et ce, dans tous les domaines. Et j'ai vu beaucoup de technologies apparaître et disparaître au fil des décennies, et l'intelligence artificielle est là, et elle est là pour rester. Donc, peu importe, c'est là. Et maintenant, on revient un peu à la discussion sur le jumeau numérique. Quand je voyage un peu partout et que les gens disent « Oh, on a de l'intelligence artificielle », je leur demande « Super, quel genre d'intelligence artificielle ?» Parce que dans l'industrie, on a de l'intelligence artificielle depuis des décennies. On a eu de l'apprentissage automatique assisté par l'humain, et ainsi de suite. Maintenant, quand on arrive, disons, aux dernières nouveautés, l'intelligence artificielle générative, et les modèles que l'on voit avec ChatGPT, Claude et Mistral, c'est vraiment incroyable. Et je pense que ChatGPT et d'autres ont d'une certaine manière démocratisé l'énergie, parce que les gens de la technologie peuvent y accéder maintenant. J'y reviendrai dans une seconde, car cela crée toujours une fracture. Tout le monde ne peut pas y accéder au même niveau. Donc l'intelligence artificielle est là pour rester. Quiconque pense que la bulle va éclater maintenant se trompe. Il y a des bulles et des investissements, mais la technologie ne va pas disparaître. C'est ancré. Je pense que le plus grand défi pour l'industrie dans les 12 à 18 prochains mois, c'est les entreprises qui y investissent des dizaines ou centaines de millions. Vous savez, je suppose que pour les personnes qui connaissent bien le secteur, vous avez des entreprises comme Open Intelligence Artificielle et tous les grands acteurs qui créent leur propre grand modèle de langage. Donc, il vous faut une immense usine d'intelligence artificielle pour traiter toutes les données brutes et produire le modèle. C'est une énorme consommation d'énergie, d'eau et tout le reste. C'est un investissement colossal. Une fois que vous avez le modèle ChatGPT 4, ChatGPT 5, alors les gens peuvent l'utiliser pour l'inférence. Donc, je vais sur le site web, je tape quelque chose et il me donne une réponse. Soit je prends ce modèle, soit un sous-ensemble et je le mets dans un PC industriel, installé dans l'usine pour effectuer un travail d'assistance intelligence artificielle spécifique. Que ce soit pour m'aider avec le code d'erreur ou optimiser ma ligne de production en trouvant comment je peux améliorer les choses, en se basant sur toutes les données, beaucoup d'entreprises industrielles, vous entendrez beaucoup de gens en parler. Nous créons notre propre modèle fondamental car c'est l'intelligence artificielle nécessaire pour faire fonctionner une usine. Ce n'est pas un grand modèle de langage, celui, vous savez, qui a lu la bibliothèque du Congrès. C'est différent. Ce sont des données en temps réel, c'est basé sur la physique, blablabla. Bla bla. Donc des modèles très différents, très difficiles à faire, mais il se passe des choses incroyables là-bas avec leur intelligence artificielle, agentique. Et mais moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que tout le monde s'en sort bien. Il faut investir, sinon tu es absent de la course à l'intelligence artificielle. Tu sais, c'est soit tu vises grand, soit tu rentres chez toi, mais tout le monde essaye de comprendre comment ils vont en tirer de l'argent. Et ce que je veux dire par là, c'est que si tu pars de ton côté, que tu es une entreprise et que tu crées ton propre modèle fondamental, que tu crées tes chatbots et que tu crées tout ce que tu veux, c'est un investissement majeur en temps, effort, personnel et argent. Tu dois rentabiliser cette chose. Et on revient encore à la même chose habituelle. Tu sais, on a fabriqué un balance of plant, on a fabriqué une éolienne. Ajoute-tu maintenant le coût du service d'intelligence artificielle en plus, la plupart de tes clients partiront. Je le veux, mais je ne vais pas payer plus. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent à se dire « Attends une seconde, chaque président directeur général mondialement est pressé par son conseil ou ses investisseurs. Que fais-tu avec l'intelligence artificielle ?» Donc ils doivent aller faire des choses, mais je ne pense pas que le modèle économique soit encore bien défini pour beaucoup d'entreprises. Je pense qu'on verra un peu ça. Beaucoup ont des projets d'intelligence artificielle, mais je doute que tous sachent quoi en faire. Vous avez un projet d'intelligence artificielle et après, ça aide la finance, offre un copilote aux gens pour mieux rédiger leurs emails, au lieu de... Nous avons une intelligence artificielle qui essaie d'optimiser la gestion de notre réseau de transmission pour la France. Ce sont des choses très différentes. Donc, beaucoup de gens essaient de comprendre, mais nous verrons l'intelligence artificielle impacter nos vies. Regarde nos téléphones et toutes les applis avec intelligence artificielle, ça ne va donc pas disparaître.
Je ne pense pas que l'intelligence artificielle prendra tous nos emplois. L'intelligence artificielle, quelqu'un avec, je ne sais pas qui a classé ça comme un cliché. Quelqu'un qui sait utiliser l'intelligence artificielle prendra un emploi. Donc ça ne va pas disparaître. Je pense que sur la question de la fracture, je pense qu'on verra ça à tous les niveaux de la société. Et ce que je veux dire par là, c'est que je dirais probablement qu'il y a aujourd'hui des gens dans le monde des affaires, des gens d'affaires brillants, et ils ignorent un peu l'impact de l'intelligence artificielle, et ils pourraient le faire. Ils pourraient se retrouver très rapidement dans une fracture numérique sur le marché du travail, dans n'importe quel pays. Je pense que là où cela devient plus difficile à l'avenir, si vous regardez, je travaille là, souvent avec Nvidia, Réveil Vardien et l'équipe sera. J'étais au GPU Technology Conference à Paris avec eux. Là, ils ont soulevé un excellent point, qu'un grand nombre de pays auront besoin de leurs propres usines d'intelligence artificielle, de leurs propres modèles d'intelligence artificielle pour leur propre souveraineté. Maintenant, on pourrait dire que Nvidia a un intérêt particulier à ce que tout le monde doive construire sa propre usine d'intelligence artificielle, et je vais leur accorder ça. Appelons un chat un chat. Mais en même temps, ils n'ont pas tort. Et là, par exemple, l'Europe est en train de prendre du retard. Heureusement que vous avez Mistral et quelques autres entreprises. Et dans le secteur industriel, nous avons ici en Europe une énorme opportunité pour devenir, disons, la capitale mondiale de l'intelligence artificielle industrielle. Contrairement aux grands modèles de langage et tout ça, ils sont complémentaires, mais ils sont différents. Mais il faut que les gens y aient accès. Donc, si un certain pays n'a pas une grande usine d'intelligence artificielle pour ses propres modèles de langage et que ses propres entreprises ne peuvent pas les utiliser, vous pourriez le faire. Dans 5 ans, on pourrait se retrouver dans un monde où l'accès aux derniers modèles serait réservé à ceux qui peuvent payer. Et si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas être assez compétitif, vous voyez. C'est comme si, croire, il y a 200 ans, ma ville n'avait pas de chemin de fer, elle mourrait aujourd'hui. Je ne dis pas que cela arrive partout, mais ce changement stratégique est en cours. Et chaque pays devra, d'une certaine manière, prendre soin de lui-même désormais et souvent. Je sais que c'est terrible à dire aujourd'hui, avec plus de protectionnisme. Je pense que c'est la caractéristique que vous avez évoquée dans le système éducatif. Vous savez, quand je grandissais à l'extérieur de Bandon, dans les années 70, mon père avait une petite encyclopédie derrière son fauteuil. C'était l'encyclopédie Collins de, vous savez, l'histoire naturelle, l'histoire et tout ça. Quand je faisais mes devoirs, si le sujet était dans ces livres, alors il existait. Il n'y avait ni Internet ni bibliothèque au village. Avant, j'accédais à l'information grâce à mon père, ma mère ou d'autres. Aujourd'hui, il y a Internet, le web, etc. Je sais que vous avez ChatGPT, moi, je n'ai aucune idée de comment vous faites. Si vous enseignez aujourd'hui, comment incluez-vous l'intelligence artificielle dans le programme, y compris pour les devoirs? C'est déroutant pour moi. Donc, je pense vraiment qu'on doit commencer à réfléchir aux compétences que nous devons transmettre aux gens, étant donné que ces choses sont des outils. Et comment faites-vous? Mais je n'en ai aucune idée, Denise. Je ne sais vraiment pas la réponse. Mais si des sociétés comme aux Émirats Arabes Unis offrent à tous une licence gratuite pour discuter, GPT, ce que je pense être, vous savez, les gens peuvent l'utiliser ou non. Ils ont le choix, mais au moins ils y ont accès. Mais ça, c'est la démocratisation. Mais ensuite, ils ont le budget pour ça. Que se passe-t-il dans les autres pays quand les gens n'ont pas ce budget? Et est-ce qu'on risque d'aggraver la fracture numérique? Je pense que oui, même si c'est banal à dire, mais je reviens à la nature humaine. Nous faisons cela depuis toujours. Nous n'avons pas beaucoup appris. Nous ne sommes pas vraiment du genre à faire avancer tout le monde en même temps. Nous formerons un nous et avancerons plus vite pour obtenir un avantage concurrentiel. C'est humain. Oui, très bons arguments. Et c'est incroyablement important. Je sais que c'est une grande interview. J'ai donc 3 dernières questions. D'accord. Alors, je commence par la première. Je sais ce que c'est important, mais vos idées sont fantastiques. Je veux le faire depuis longtemps. Donc, vous avez mentionné et souligné précédemment l'importance du plaidoyer, de la veille technologique et de toutes ces choses liées. Donc, je veux aborder ce sujet parce que je pense que les gens ne comprennent pas l'importance et la valeur de cela. Et aussi, comment commercialiser cela et l'apporter aux entreprises. Ayant travaillé dans diverses grandes et excellentes entreprises au cours de ma carrière,
J'ai vu de première main comment on peut parfois avoir une vision trop étroite. Et ce que je veux dire par là, c'est que, vous savez, on vit, on mange et on crée sa propre réalité. Donc vous avez une vision particulière du monde. Donc je pense qu'il y a un énorme avantage à avoir ce qu'on appelle un tech scout externe dans un rôle d'avocat du diable, où des gens peuvent venir et dire, vous n'aimerez peut-être pas ce que je vais dire, mais vous vivez tous dans votre propre bulle. Et voici ce que disent les autres, ou ce que disent un de vos clients, et vous devez écouter. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais écoutez. Vous savez, pour l'anecdote, je me suis retrouvé chez Compact il y a longtemps, quand j'étais le porte-parole du lancement pour le marketing stratégique. Nous avons mis la première puce dans une tablette, n'est-ce pas? Intel est arrivé en retard. Mais vous voyez, pendant 2 ans avant ça, je faisais partie d'une équipe qui disait l'iPad, ça ne marchera jamais, n'est-ce pas? Donc je ne suis pas infaillible, au moins. Donc j'ai plein de t-shirts qui se sont trompés là-dessus. Donc quand je vois des entreprises et elles sont très très concentrées, très déterminées, je leur dis toujours de prendre du recul. Et peut-être qu'un point de vue extérieur pourrait simplement éclairer la situation. Je pense que c'est ça, vous savez, j'admire les entreprises qui ont une vision très ciblée et qui sont concentrées sur ce qu'elles font. Mais il y a tellement de choses qui changent aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous changez votre décision. Mais ils doivent être conscients que le monde est un endroit compliqué, si cela a du sens. Donc moi, j'aime bien. Je travaille avec quelques accélérateurs et différentes entreprises. Et en fait, j'y retourne tous les 6 ou 9 mois. Et d'une certaine manière, parce que je suis externe, parce que je n'ai rien à perdre dans l'histoire, je ne suis ni investisseur, ni actionnaire, ni en recherche d'emploi là-bas. Peu importe. Voici ce que vous m'avez dit il y a 12 mois, ce qu'il fallait faire, et je les tiens simplement responsables. C'est simplement, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? S'ils ont une bonne raison, ça va, sinon je pense que leur réponse est nulle. C'est mon avis, mais je pense que les gens doivent juste prendre du recul, car parfois on devient trop impliqué, comme je l'ai constaté dans ma carrière. On finit enfermé dans sa routine, à toujours faire la bonne chose. Et regardez un tel, Dieu nous en préserve, où ils étaient il y a 8 ans, et où ils en sont aujourd'hui. Vous savez, le monde est plein d'entreprises qui étaient sur la bonne voie, sur la bonne voie. Et c'est comme, oh, faux Pat, comment cela a-t-il pu arriver? Oui, c'est ça. Je pense qu'il nous faut un peu d'humilité et une capacité d'adaptation parce que parfois on se laisse emporter, surtout quand on a du succès, on prend la grosse tête, disons-le comme ça. Oui, Et tu sais, moi, non, évidemment, j'ai tout intérêt à être le gars qui arrive et qui fait quelque chose. Mais moi, j'ai vu l'entreprise, bon, j'ai dit aux gens que moi, je dirais ce que moi, je dirais. Parfois, en interne dans une entreprise, les gens n'ont pas cet avantage parce que ça pourrait limiter leur carrière. oui, non, c'est vrai, c'est C'est vrai, non? Et parce que quand tu parles aux gens après ou avant ou peu importe, ils attendront. Pourquoi tu ne l'as pas dit? C'est comme dire, je veux ce travail pour 4 ans. oui, c'est un point clé. Et ce degré d'honnêteté aussi, bien sûr, il y a différents niveaux. Oui, excellente analyse. Pour les deux dernières questions, l'une est importante, mais tu as déjà abordé le sujet, je ne pouvais l'ignorer. Donc, l'informatique quantique, bien sûr, c'est une question énorme. Mais regardons ça probablement à court terme, moyen terme, long terme et un peu de... Comment vois-tu cela? Donc, l'informatique quantique arrive. Ça dépend de la rapidité et tout ça. Et puis, encore une fois, ça dépend du secteur dans lequel vous êtes, de ce que vous essayez de faire et tout ça. Mais voici mon avis. Des entreprises comme IBM et d'autres mènent aujourd'hui des programmes avec des sociétés pour leur demander êtes-vous prêt pour l'ère quantique? Et ce que cela signifie, c'est avez-vous du code de cryptographie caché à l'intérieur? Dans quelque chose qu'une personne a écrit il y a 20 ans, qui, lorsque les ordinateurs quantiques arriveront, vous exposera. C'est un peu comme le problème de l'an 2000 pour ceux d'entre nous qui étaient là à l'époque, si on n'est pas. Peu importe. Aujourd'hui, tout le monde, si ce n'est pas déjà sur votre liste de choses à faire en termes de oui, il nous faut quelqu'un pour commencer à réfléchir à la sécurité quantique, quoi qu'il arrive, eh bien, cela doit absolument figurer sur votre liste aujourd'hui, si ce n'est pas déjà trop tard. La prochaine question, alors, c'est bon, où en est le quantique? Qu'est-ce que l'informatique quantique va changer dans mon secteur? Et cela nous ramène un peu à, supposons. Et il existe différentes technologies pour le quantique, et moi.
Ne me demandez pas de vous expliquer comment elles fonctionnent, mais certaines sont utilisées. Elles sont simulées, mais certaines commencent à être utilisées réellement. Le nombre de qubits nécessaires évoluera, surtout avec l'arrivée de systèmes plus fiables dans les prochaines années. Et ça pourrait être 16 qubits, 24, 64, peu importe. Il vous faudra peut-être 10 000 qubits pour en réaliser certains. Des simulations d'astrophysique incroyables. Nous n'en sommes pas encore là. Mais si quelqu'un dispose d'un système fonctionnel et que le taux d'erreur a diminué encore et encore, alors il pourrait être capable d'exécuter un algorithme pharmaceutique beaucoup plus rapidement que ce que vous pouvez faire avec l'informatique classique aujourd'hui. Et ce n'est pas que l'informatique quantique s'arrête là. Vous allez remplacer votre centre de données par Advanced Micro Device, enfin, le centre de données que vous avez aujourd'hui avec Intel, Advanced Micro Device et Qualcomm. Peu importe vos puces, elles seront remplacées par un ordinateur quantique. Tout évoluera vers cette technologie. Il accomplira certaines tâches, mais le reste vous sera aussi nécessaire. Donc je pense que chaque industrie doit commencer à bien avancer. Et si cela commence à fonctionner, quelles seront les implications pour nous et pour PointStep? Mais étant donné le capital humain et l'ingéniosité des personnes qui construisent les ordinateurs quantiques qui existent aujourd'hui, c'est une question de temps, pas de possibilité. Ça arrive maintenant, puis on aborde ce sujet. Eh bien, quand l'informatique quantique arrivera vraiment, qu'adviendra-t-il de tout notre chiffrement et des blockchains? Et blablabla, n'est-ce pas? Donc, je pense que tout le monde doit faire ce qu'on appelle une évaluation des risques, ou au moins avoir une feuille de route au cas où ces choses arriveraient. Quand devons-nous vraiment commencer à nous en préoccuper? Est-ce un avantage concurrentiel de s'y prendre dès maintenant? Ou bien allons-nous régler ce problème quand il se présentera? Mais ça arrive selon à qui vous demandez. 5, 10 ou 50 ans. Mais je reviens à la question. Combien de qubits faut-il vraiment? Est-ce nécessaire d'en avoir autant? Vous savez, vous pouvez déjà faire des choses aujourd'hui. C'est un élément clé qui va l'être. Et bien sûr, il y a déjà Microsoft. IBM, comme vous l'avez mentionné, sont en train de nouveaux matériaux, de nouvelles conceptions, utilisant la photonique, utilisant des choses avec Kelvin, d'autres personnes travaillent à température ambiante. Vous savez, c'est un domaine incroyable. J'ai eu l'occasion de m'asseoir avec certains des chercheurs principaux d'IBM. Vous savez, j'ai grandi dans un monde où l'informatique était basée sur le 1 et le 0. Mon cerveau n'est pas fait pour le 1 et le 0. Et puis peut-être, intrication quantique. Ne me demandez pas d'expliquer. Je ne sais pas, mais ça arrive. Maintenant, ça fait partie de tout ce qu'on va continuer à développer. Dernière question, ce fut un marathon fantastique. Donc, vous avez une fascination pour la science-fiction et je le sais, rien qu'à voir votre image de fond et beaucoup d'autres choses. Alors, allons-y. Oups, mauvais sens, désolé. J'aime bien. Gadgets. Voici ce dont je veux parler. En science-fiction, il existe de nombreux récits sur notre vision de la société. Et en tant que technologue que vous avez été, je pense que vous pouvez probablement aborder cela de plusieurs façons, parce que vous avez la couche des entreprises, la couche du plaidoyer et du travail avec les communautés, et aussi vous êtes très axé sur l'éducation et différents domaines. En regardant cette science-fiction, notamment avec toutes les innovations évoquées ici, du métaverse à l'intelligence artificielle et à l'informatique quantique, tout cela va continuer à accélérer ce que signifie être humain, la façon dont nous allons travailler dans la société, toute la transition énergétique et même les différentes parties. Donc, à partir de cette science-fiction, quel est le récit que vous aimeriez mettre en avant? J'aime poser cette question que je me pose aussi souvent, car ce que je fais est sans doute une provocation pour vous. J'écris dans mon nouveau livre et je l'écris en me demandant, d'accord, quelle est la version utopique de l'humanité en 2050 ou 2100? Si nous laissons les intelligences artificielles prendre le contrôle, parce que nous allons avoir la robotique grâce aux jumeaux numériques et les robots seront avec nous à grande échelle dans les 5 prochaines années. Vous y êtes confrontés? L'automatisation et le métavers industriel, par exemple, évoluent déjà fortement et posent des défis. Mais en même temps, il y a des de notre nouveau métier, comme le vôtre ou le mien, qui n'auraient pas été possibles il y a seulement quelques années. Alors, comment voyez-vous cela?
en utilisant des modèles de science-fiction. Et bien sûr, si vous regardez les grands récits de la science-fiction, vous avez probablement Star Wars, Matrix, Star Trek, et puis la liste continue avec beaucoup plus de niveaux. Donc, je veux aborder cela, je pense, en apportant un niveau de divertissement et une sorte de plus les différentes parties de nos récits. Donc, je suppose que je vais revenir à... En grandissant dans le village près de Bandon, le bus de la bibliothèque du conseil venait toutes les 2 semaines. Je faisais ça. On écrivait ce qu'on voulait, on recevait le livre et je le lisais. Donc, à l'époque, j'ai commencé à lire Dune et la série Dune. Tu as pas mentionné Star Wars ou Star Trek, Blade Runner. Tu as le gars qui a créé le métavers. Je suis un grand fan de The Expanse, Battlestar Galactica, etc., etc. Certaines d'entre elles sont assez dystopiques en ce qui concerne les nantis et les démunis, et la façon dont l'intelligence artificielle était utilisée pour éliminer. Vous voyez, peu importe. Par exemple, dans Dune, la croisade contre les machines montre des gens cherchant à se venger des robots. Certaines de ces histoires datent des années 40 à 60, et quand on avance jusqu'à aujourd'hui, je me dis, waouh, ces gars-là étaient de vrais futuristes. Et on peut appeler ça de la science-fiction, mais on pourrait en débattre longtemps. Je ne suis pas sûr que nous le soyons. Si c'est parce que quelqu'un a dit que vous aviez un transcorateur, dans Star Trek, ils ont un peu inventé les téléphones portables. Ou vous savez, est-ce qu'il y avait la charrue avant les bœufs, ou qu'est-ce qui est venu en premier, la poule ou l'œuf? Mais je pense que je respecte et je comprends beaucoup de théories sur l'abondance. Je reviens à ce que j'ai dit au début. La nature humaine n'a pas changé. Et je me fiche de la race, de la religion, de la couleur, peu importe. La nature humaine n'a pas changé. Et depuis le jour où quelqu'un a compris qu'un bâton pouvait être utilisé comme un outil ou une arme, nous trouvons toujours des moyens de tout gâcher. Si nous avions cette conversation il y a 20 ans avec l'essor d'Internet, tu aurais pu dire ça. Oh, avec Internet, nous aurons tous accès à des informations véridiques et le monde sera un endroit heureux. Et pourtant, nous sommes dans le monde d'aujourd'hui où la façon dont tu définis la vérité est probablement plus discutable que jamais auparavant. Je reste optimiste que la nature humaine va réussir à s'en sortir, comme nous l'avons toujours fait jusqu'à présent. Certaines personnes me disent que, oh, tu sais, on a vraiment besoin d'une intelligence artificielle rationnelle et impartiale pour faire les choses correctement. Ma réponse à cela, c'est que la dernière chose que nous voulons, c'est une intelligence artificielle impartiale et rationnelle, parce qu'elle prendra une décision sans hésiter. Je sais ce qui ne va pas sur cette planète, et nous n'aimerons pas la réponse. Nous les humains, donc honnêtement, je me demande vraiment dans quel monde nous allons grandir. Est-ce que ce sera comme ce qu'il y a sur le mur derrière moi? J'ai demandé comment c'était il y a 2 ans, lors du projet de la ville du métaverse industriel. C'est ce qu'on m'a donné. Pour faire court, je pense vraiment qu'on finira dans un certain type de monde. J'espère qu'on atteindra les étoiles parce que on en a besoin, parce qu'on va probablement foutre en l'air cette planète. Donc il faut qu'on atteigne les étoiles. Et que ce soit Dune ou Blade Runner ou un mélange des deux, ou on pourrait revenir à quelque chose comme Le Seigneur des Anneaux ou La planète des singes. Après tout ce qu'on fait de mal, je pense qu'on va continuer tant bien que mal, mais honnêtement, je ne pense pas que ce sera la nature humaine. Nous ne sommes tout simplement pas faits pour toujours faire ce qui est juste. C'est un peu... Je reste optimiste, mais comme je l'ai dit, la nature humaine, nous ne l'étions pas. Nous n'avons pas changé. Donc, je dois poser une question. Donc, surtout avec votre sagesse et votre expérience de travail avec tant d'entreprises, j'apprécie votre positivité. Comme moi, vous aimez regarder diverses œuvres de science-fiction. On apprend beaucoup simplement en comprenant. Beaucoup de leurs versions sont époustouflantes. De Philip K. Dick à toutes ces différentes adaptations. Asimov et le robot, c'est incroyable, non? Segarle était là il y a 70 ans, ouais. Parfois 100 ans, ouais. Donc, j'ai une question parce que tu as beaucoup d'expérience avec les gens. C'est un de tes super pouvoirs que j'admire.
Et aussi, tu gères beaucoup de communautés, aussi bien des entreprises que des personnes, mais tu prends vraiment un plaisir authentique avec les gens. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, surtout les jeunes, parce qu'un des défis que j'ai, surtout avec les jeunes, c'est qu'il y a deux grands défis que je vois. Le premier, c'est de devenir cynique, ce qui est facile face à tant de défis. Le second, c'est de perdre espoir. Ensuite, tu fais juste partie d'une tendance critique sans vraiment réfléchir à tes actes, ce qui est un vrai défi avec la situation actuelle. Comme évoqué auparavant, nous sommes allés enregistrer IS. Je crois qu'en ce moment, ce genre de fracture numérique et de fracture de l'intelligence artificielle, et voilà, il y a différents niveaux parce que les gens sont affectés selon leurs dépenses. Par exemple, j'utilise cet exemple comme ultime provocation. J'aime provoquer. Donc, oui, beaucoup de personnes qui critiquent l'intelligence artificielle passent 5 heures sur de petits smartphones ou même 10 heures par jour. Et en même temps, je me souviens que l'une des personnes avec qui je travaillais il y a longtemps disait, je ne veux pas utiliser les réseaux sociaux. Mais cette personne dirigeait un budget marketing mondial de 10 millions de dollars. Utiliser les réseaux sociaux, je n'utilisais pas les réseaux sociaux au niveau personnel. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Donc, il y a un paradoxe entre l'adoption de ces technologies ou le fait de les rejeter, ce qui est encore pire. Et en même temps, la façon dont on regarde cela de manière concrète et qu'on le ramène à la réalité de manière positive mais réaliste. Donc, tu es positif et tu as des enfants et une famille, je veux voir comment tu perçois cela aussi. Mes enfants, tu sais, sont partis. Je suis grand-père avec des petits-enfants. Mon Dieu, si je connaissais la réponse à ça, je dirigerais l'Organisation des Nations Unies. C'est mon humble avis. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Peu importe dans quel pays tu vis, il y aura des choses avec lesquelles tu es d'accord et d'autres avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Et je pense, malheureusement aujourd'hui, que ceux qui crient le plus fort sont ceux qu'on entend le plus. Et ce ne sont pas forcément les plus sages ou ceux qui détiennent la vérité cachée. Vous savez, je me souviens à l'époque de la bulle Internet, on se demandait, est-ce qu'il y a un moyen de créer une application avec la réalité augmentée? Quand un politicien ou quelqu'un dit quelque chose, ça s'afficherait, ça se superposerait sur eux avec tous leurs sponsors ou ceux qui leur ont donné de l'argent. Donc, s'ils parlent d'énergie, toutes les compagnies pétrolières et gazières leur ont fait des dons. Tu peux un peu, tu sais, y revenir à la vérité, non? Tu peux te dire, bon, je sais pourquoi ils disent ça. D'accord, tu vois l'idée? Mais je m'égare. Je crois fermement que si tu ne votes pas, tu perds le droit de critiquer. Et je sais là que beaucoup de gens se disent, à quoi bon? Ils sont tous pareils, ils pourrissent tous les maisons et tout ça. Je le constate dans ma famille et chez les autres. Mais moi, je me dis quand même, des gens sont morts au fil des siècles pour que tu puisses voter. Utilise-le. Et peut-être que tu choisis le moins pire du lot, mais comment tu appelles ça? Si tu ne votes pas, alors tu perds, à mon avis, tu perds ton droit de critiquer. Certains diront, c'est très 16e siècle, Kev, on est au 21e siècle. Mais tu vois, je dis, l'alternative, c'est que quand les élites ignorent le peuple, il y a la Révolution française, ou un équivalent, non? Et qui dit que ça ne se reproduira pas dans n'importe quel pays? Mais je pense que l'idéal, tu sais, c'est d'essayer de s'impliquer. Tu vois, j'admire toute personne qui se lance en politique aujourd'hui parce que dans ma tête, je me demande pourquoi tu irais en politique. Mon Dieu, tous les abus et tout le reste. Mais je pense quand même, et bah, ce n'est pas que les réseaux sociaux ont causé tout ça. C'est un outil, non? Je pense que c'est juste une évolution humaine ou quelque chose comme ça. Nous, si un homme politique essaye d'expliquer rationnellement à quelqu'un ce qu'il doit faire pour la transition énergétique, ou autour de lois rationnelles pour l'intelligence artificielle ou autre, tu sais, il n'y a plus de discussion rationnelle. Ce ne sont que des slogans, puis on te crie dessus. Dessus. Et je pense que les gens doivent prendre un peu de recul et comprendre que toutes ces choses ont des conséquences. Tu vois, ça, je suis totalement pour la liberté d'expression, mais ce n'est pas une liberté sans conséquences. Tu peux dire ce que tu veux, mais il y aura des conséquences. Donc, je pense que les gens, faites entendre votre voix. Si vous pouvez voter, soit vous changez le système de l'intérieur, soit nous finirons par tout démolir et construire autre chose. Mais je pense que
Ouais, c'était un peu comme déconnecter et se dire, tu sais, quand tu vois que 40% de la population vote, tu te demandes à quoi pensent les 60% restants. Non, ce n'est pas une réponse. C'est juste mon point de vue philosophique, mais c'est difficile. Bon, je pense que je suis un peu à l'opposé de ça et je vais juste le dire. Je parle d'expérience immersive. Maintenant, il y a le Gaussian splatting et des modèles 3D. Je pense à la façon dont les jeunes s'engagent sur des plateformes comme Minecraft, Fortnite, Spotify. Ce n'est pas qu'ils soient tous créateurs ou quoi que ce soit. Ils utilisent des outils et des technologies pour se connecter avec des personnes qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Et je pense que parfois ma génération passe à côté de ça, disons, on a tendance à voir les choses comme ça, et bien c'est comme ça qu'on a toujours fait. Tu dois aller voter et tu dois faire partie d'un pouvoir politique, peu importe lequel. Je pense qu'il y a beaucoup de couches différentes dans la façon dont la société est construite, n'est-ce pas, en ce moment. Et Les dirigeants ne peuvent ignorer cela, mais comment s'engager avec eux? et Vous savez, je suppose que une chose que je fais quand je voyage, c'est que quand je vois un gouvernement, ou que je vois un premier ministre, ou que je vois, quel âge ont-ils? Et s'ils sont très jeunes, je me dirais, intéressant, c'est cool pour ce pays. Donc, je garde espoir, mais je comprends pourquoi de nombreux jeunes restent méfiants. Quel intérêt? Ils sont tous les mêmes. même Et c'est mauvais, mais c'est à nous tous de changer ça. Ce n'est pas de leur faute. Je suis complètement d'accord, c'est ce que je dirais. Eh bien, ça a été une interview fantastique de presque 2 heures. Donc, je voulais faire ça. Super. Pour les gens qui nous écoutent, je veux te remercier pour ce moment spécial, pour toute la sagesse que tu partages avec moi et avec tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Mais aussi, j'aimerais qu'ils suivent. On s'engage avec toi car ta connaissance et ton approche positive envers les grandes entreprises sont précieuses. Avec la promotion de la technologie, de l'apprentissage et de l'enseignement. Et c'est assez unique. Tous ces domaines que tu as cités sont plus importants que jamais. Alors Kevin, félicitations pour l'ensemble de ton travail et de tes recherches, ainsi que pour ta positivité et ton énergie fantastique. Et comme tu peux le voir de ton côté, tous les badges de tous les événements auxquels tu participes, c'est beaucoup de réseaux, beaucoup de monde. Cela montre aussi l'expérience, mais également la passion que tu as pour tous ces événements, mais parce que cela demande beaucoup d'énergie, que peu de gens possèdent, pourtant essentiel à la réussite. Comme tu l'as dit, il faut de l'énergie avancée et une âme fantastique. C'était un honneur de t'avoir ici. Là, j'espère que ce n'est ça que la première d'une longue série. Nous allons continuer en te souhaitant tout le succès possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caméra. J'ai vraiment apprécié. Nous nous sommes déjà croisés à plusieurs événements. Je suis sûr qu'on se reverra. Et oui, non, comme je le dis souvent, vous savez, les gens disent « Oh, la technologie, et où va-t-elle ?» et tout ça. Si je connaissais la réponse, j'aurais pris ma retraite il y a des années. J'ai gagné des milliards, mais je crois que c'est juste une question d'être flexible. et C'est le cas, je suis optimiste. Des moments amusants arrivent. Mais si tu trouvais que ça allait vite la décennie passée, accroche-toi. Tu sais, on ne fait que commencer, donc ce sont des temps intéressants. Mais non, merci beaucoup. C'est un honneur. Merci. Merci d'avoir regardé. Partagez vos réflexions, questions ou sujets à aborder la prochaine fois en commentaire. Mon équipe et moi lisons vos commentaires et adapterons nos vidéos selon vos retours. Abonnez-vous pour ne rien manquer. D'ici là, prenez soin de vous et restez informés.